Au début de la série, Rich exprime à Morgan son intention d'aller rejoindre sa femme et son fils à Atlanta. Morgan l'informe qu'il pourrait se trouver dans la zone de quarantaine établie par le Centre de contrôle des maladies. Avant de se séparer, Morgan avertit Rich à propos des rôdeurs. Seul, il peut se le faire. Par contre, tout se complique quand ils sont plusieurs. Et très bientôt, Rich va réaliser ce que Morgan voulait dire par plusieurs. Une fois arrivé à destination, Rich explore la ville. Plusieurs fois au cours de la saison 1, on remarquera l'étrange présence de tanks Tacom Chieftain MK10. Ces tanks n'ont rien à faire à Atlanta, puisqu'il s'agit d'un modèle utilisé par l'armée britannique lors de la guerre froide qui s'est déroulée entre 47 et 91. Leur utilisation a débuté en 66 et s'est terminée en 95. Alors que la série commence en 2010, l'équivalent américain du MK10 est le M1 Abrams. C'est pourquoi la production a maquillé le MK10 de sorte à le faire ressembler au M1 Abrams. On pourrait légitimement se demander, mais pourquoi la production n'a-t-elle tout simplement pas loué des M1 Abrams? En réalité, tout est une question de raison budgétaire. Louer des anciens chars tels que le MK10 est bien plus accessible d'un point de vue financier. Contrairement à son cousin anglais, le M1 Abrams est plus récent. Il a été utilisé lors de la guerre en Irak, de la guerre du Golfe, de la guerre du Kosovo, de la guerre au Yémen et aussi lors de la guerre en Ukraine. En raison de sa technologie plus avancée, le M1 Abrams a besoin de plus d'entretien et de carburant, et donc ça se répercute sur le prix de location. Une autre hypothèse consiste à dire qu'étant donné que le M1 Abrams était toujours en service en 2010, l'armée américaine a choisi de ne pas se séparer de chars qui pourraient éventuellement être utilisés en mission. En soi, ce n'est pas impossible, mais je trouve que la première théorie est plus crédible. Peu de temps après avoir dépassé le char, Rich remarque la présence d'un hélicoptère. Il se met à le poursuivre, mais sur son chemin, il se retrouve nez à nez avec une horde de rôdeurs. Pour éviter de se faire dévorer, il se dépêche de faire demi-tour. Cependant, d'autres rôdeurs vont lui bloquer la route. Dorénavant encerclés, Rich et son cheval vont essayer de se débattre, mais les rôdeurs finiront par déséquilibrer le cheval, faisant ainsi chuter Rich au sol. Mais heureusement pour lui, sa monture va servir de déjeuner, ce qui lui laissera le temps de se planquer en dessous du char. Rich vient d'abattre 5 rôdeurs. Réalisant qu'il ne lui reste plus qu'une seule balle dans le chargeur, il envisage de s'auto-buter, sauf qu'au dernier moment, Rich aperçoit une trappe, ce qui lui permettra de s'introduire dans le tank et ainsi d'éviter une mort certaine. Alors normalement, Rich devrait être mort. En regardant les modèles miniatures du MK10, on peut remarquer qu'il n'y a qu'une seule trappe. Or, en se faufilant sous le tank, Rich dépasse la trappe. En voyant le point de vue de Rich, aucune trappe n'est en sa direction. De plus, aucune trappe n'est située au-dessus de lui. Une autre incohérence concerne l'espace à l'intérieur du tank. Dans la vraie vie, l'espace disponible dans le MK10 est bien plus restreint. Ce passage a sûrement été filmé en studio. Une fois à l'intérieur, Rich récupère un pistolet sur le cadavre d'un militaire. Après avoir éliminé le rôdeur, Rich se met à la recherche de son sac d'armes perdu lors de sa chute à cheval et il parvient à le repérer. En remarquant sa présence, les rôdeurs vont vouloir venir le rejoindre, mais Rich ferme aussitôt la tourelle. Pris au piège à l'intérieur d'un engin en acier de 57 tonnes, Rich est désespéré. Mais heureusement pour lui, il reçoit un appel de la part de Glenn. Rich demande à Glenn s'il a un visuel sur le tank et Glenn lui dit que oui, mais qu'il est encerclé par des rôdeurs. Rich lui demande s'il peut s'en sortir et Glenn lui assure que oui, car les rôdeurs sont trop occupés à bouffer le cheval. Glenn indique à Rich le chemin à prendre, mais si les choses s'avéraient à dégénérer, il est préférable pour lui d'avoir de quoi se défendre. En fouillant autour de lui, Rich finit par trouver une grenade. On remarquera qu'elle a une goupille bleue, indiquant qu'il s'agit en réalité d'une grenade d'entraînement, généralement utilisée lors de la formation de nouveaux soldats. Ce détail aura une importance pour la suite. Après avoir été sauvé par Glenn, Rich finira par retrouver ses proches. 4 épisodes plus tard, on découvrira que Jim a été mordu par un rôdeur. La team est en pleine réflexion au sujet de son avenir. Rich se souvient des paroles de Morgan concernant le centre de contrôle des maladies et il dit aux autres survivants que le CCM va peut-être pouvoir aider Jim. Spoiler, non, Jim est sur le point de mourir. Après un dernier au revoir, les survivants s'en vont dans la direction du CCM. Une fois arrivés à destination, ils se dirigent vers l'entrée du centre. Sur leur chemin, on pourra remarquer la présence de MK10. Après une certaine hésitation, le docteur Jenner ouvre ses portes. Une fois à l'intérieur, le scientifique veut bien les accueillir, mais à 2 conditions. La première, c'est qu'ils doivent tous faire une prise de sang afin qu'ils puissent s'assurer que personne n'est porteur du virus. Et la deuxième est que si jamais ils se décident de rester, ils ne pourront
pourront plus jamais en ressortir. N'ayant pas d'autre option pour le moment, les survivants sont d'accord, ce qui leur permettront de manger à leur faim, de se laver et de passer une nuit en sécurité. Le lendemain, Jenner explique à ses invités le processus de contamination du virus dans le cerveau. Plus tard dans l'épisode, une alarme retentit au sein de l'établissement et un compte à rebours s'affiche sur l'écran géant. Pris de panique, les survivants veulent s'enfuir, mais Jenner verrouille la porte de sortie. Rich lui ordonne d'ouvrir la porte, mais Jenner n'a pas envie. Jenner les avait prévenus. Une fois entrés au CCM, ils ne pourront plus en sortir. Rich l'interroge sur ce qu'il se passera lorsque le compte à rebours sera écoulé. Et ce dernier révèle que pour éviter qu'un organisme bactériologique ne s'échappe du laboratoire, un protocole de décontamination se mettra en place. En d'autres termes, le bâtiment va exploser. Cette annonce plonge le groupe dans le désarroi. Carol ainsi que sa fille se mettent à pleurer. Cependant, Jenner les rassure en leur disant que leur mort sera sans souffrance. Jenner leur dit même que s'il ouvre la porte, cela ne servira à rien car la porte principale est verrouillée par le système intelligent du CCM. Après des négociations, Jenner finira par ouvrir la porte. Avant que Rich s'en aille, Jenner lui confie un secret. Plus tard dans la série, précisément lors de l'épisode 13 de la saison 2, Rich nous dévoile ce que Jenner lui a dit. Tous les humains sont porteurs du virus. Peu importe la cause du décès, un humain se transforme en rôdeur. Cette révélation soulève une question. Si Jenner savait que tous les survivants sont porteurs du virus, pourquoi leur avoir imposé une prise de sang? Parce que va te faire foutre. Le temps presse, mais la porte ne veut toujours pas s'ouvrir. Shane et Daryl vont essayer de briser les fenêtres à la hache, sans succès. Même une balle de fusil n'a pas été en mesure d'abîmer la paroi. Contrairement à ce que pourraient envisager certains fans, cette résistance n'est pas une incohérence. Les fenêtres sont composées de polycarbonate, une matière 250 fois plus solide que du verre classique. En plus d'être beaucoup plus résistant que le verre, le polycarbonate est aussi plus léger. En fouillant dans son sac, Carol dit à Rich qu'en faisant la lessive, elle a trouvé un explosif dans ses vêtements. Rich met la grue en place, ce qui finira par faire péter la vitre. À ce stade de la série, tous les survivants sont censés être morts carbonisés. Comme je vous l'ai dit précédemment, cette grenade est factice. Elle n'aurait jamais pu provoquer une explosion de cette ampleur. Même si la grenade avait été réelle, je ne pense pas que sa détonation aurait été suffisante pour faire péter la vitre. À vrai dire, peu importe le type de grenade utilisée, la vitre n'aurait pas pu exploser en 1000 morceaux. J'imagine que dans le cadre d'une fiction, l'explosion a volontairement été exagérée. Et puis, pour éviter que la série ne se termine en seulement 6 épisodes, les survivants réussiront à s'échapper du CCM. Dans le 8e épisode de la saison 3, Michonne s'infiltre dans le bureau du gouverneur, bien déterminé à se venger de sa tentative de meurtre. En explorant la pièce, Michonne découvre Penny, la fille rôdeur du gouverneur. Michonne est sous le choc. Elle s'apprête à l'achever lorsque, soudainement, le gouverneur fait son apparition. Michonne prend Penny en otage et le gouverneur, tout en se désarmant, lui demande de ne pas lui faire du mal. Il s'approche prudemment, implorant Michonne de libérer sa fille. C'est toi à quoi Michonne va répondre. À un moment de la bagarre que je vous mettrai en description, on pourra remarquer en bas à droite de l'écran la présence d'un micro. Peut-être que le gouverneur voulait devenir youtubeur. Michonne essaye d'attraper son katana, néanmoins, il n'est pas à sa portée. Michonne change de stratégie. En récupérant un bout de verre de l'aquarium, elle crève l'œil droit du gouverneur. Dans le comics, le gouverneur perd son œil gauche. Michonne veut en finir, mais Andrea ne va pas la laisser faire. Ne voulant pas faire du mal à son ami, Andrea va préférer la laisser partir. 3 épisodes plus tard, le gouverneur met son bandeau sur son œil gauche. Sauf qu'au plan suivant, son bandeau se trouve sur son œil droit. Après avoir perdu son œil et sa fille, le gouverneur se prépare à se venger. En utilisant l'une de ses nombreuses ruses, il parvient à capturer Herschel ainsi que Michonne. La milice du gouverneur se dirige vers la prison et une fois arrivé à destination, le gouverneur se sert d'eux comme appât. Derrière Herschel, nous pouvons remarquer la présence d'un tank M60 Patton, qui cette fois-ci, contrairement à la saison 1, est bel et bien un modèle de tank américain. Tout comme le MK10, le M60 est aussi un ancien modèle de tank qui a été utilisé lors de la guerre froide. Dans le comics, le char utilisé est aussi américain. Il s'agit du Bradley IVF. Peut-être parce qu'ils n'ont pas pu s'en procurer un, ou peut-être parce qu'ils ont choisi délibérément de ne pas l'utiliser, la production va se contenter d'un M60 Patton. La présence de ce tank dans la série est plutôt logique. Étant donné que le propriétaire du tank a un passé dans l'armée, il est probable que dans la base auquel il avait été
affecté, un char traînait dans un vieux hangar, et c'est pourquoi il l'a récupéré. On peut légitimement se demander, mais pourquoi la production n'a-t-elle pas utilisé des M60 lors de la saison 1? À mon avis, c'est pour une raison d'esthétisme. Je pense qu'ils ont voulu réserver cet énorme char imposant pour cette scène bien spécifique. Le M60 est une véritable menace pour les habitants de la prison. Afin d'éviter que leur lieu de vie ne soit saccagé, Rick refuse de se battre. Mais malgré la proposition de paix, le gouverneur tue Herschel. Après avoir été blessé, le gouverneur se réfugie derrière les voitures. Dans la série, Rick est habitué à tirer au python d'une seule main. C'est une chose tout à fait réalisable, mais sachant que le recul du python est assez important, tirer à une main diminue considérablement la précision du tir. Ready. Peut-être que si Rick avait utilisé ses deux mains, le gouverneur serait mort et que par conséquent, une troisième guerre mondiale aurait pu être évitée. De plus, certains fans ont remarqué que pour cette scène, Rick tire de la main gauche, alors qu'habituellement, il tire de la main droite. Les fans ont émis l'hypothèse que Rick est ambidextre, c'est-à-dire une personne à l'aise aussi bien avec sa main droite qu'avec sa main gauche. Environ 3% de la population mondiale sont concernés par cette particularité. Cependant, c'est une théorie fausse. Dans l'épisode 3 de la saison 4, Rick va se bagarrer contre Tyrese. En le frappant à de multiples reprises, Rick va se blesser la main droite, ce qui va le contraindre à utiliser sa main gauche. Même si Rick n'avait pas été blessé, ce détail n'aurait pas été incohérent, puisqu'ayant reçu une formation de shérif, les instructeurs apprennent à leurs élèves à utiliser leur arme de la main droite comme de la main gauche. 30 secondes après s'être fait trancher par le gouverneur, Herschel arrive à ramper vers l'arrière des voitures. Alors c'est peut-être moi qui le sous-estime, mais avec une blessure aussi grave. Est-ce qu'Herschel aurait réellement eu la lucidité d'essayer de s'échapper? Je ne pense pas. Et Herschel est en train de s'éloigner un maximum, sauf que le gouverneur va le rattraper et va le charcuter sans aucun scrupule.